Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre preview pour la saison 2021-2022. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Prédateurs de Nashville, une organisation qui, honnêtement, l'a pas nécessairement eu facile la saison passée. C'était une organisation qui, après ma barre, a commencé la saison sans le gardien de but, le jeune gardien de but, devrais-je dire, Saros. Puis ils ont commencé avec le gardien de but d'expérience, Pekka Rinne. Mais ceci étant dit, Pekka Rinne a eu quand même une séquence très difficile. Ce qui a mené d'ailleurs à sa fin de carrière pour lui, parce que au final, ça aurait été sa dernière saison dans la LNH, dans le cas de Pekka Rinne. Dans le cas de Pekka Rinne, pour sa dernière saison, on parle de 24 matchs, 2,84, 907 d'efficacité. Alors ça a été vraiment très difficile pour Pekka Rinne lors de sa dernière saison. Alors que quand il est arrivé au mois de mars, Saros, le jeune Saros, tout a été complètement modifié. Là, on parle de Saros, 36 matchs, 2,28, 927 d'efficacité. Alors, cette équipe-là a semblé avoir eu beaucoup de difficultés en début de saison. À savoir maintenant, est-ce que lorsque Saros est arrivé puis que l'équipe a commencé à mieux performer, est-ce que c'était une question de confiance en leur gardien? God knows, mais le début de saison a été difficile, puis la fin de saison a été plus efficace du côté des Prédateurs de Nashville. Fait que bref, il y a de l'espoir pour la prochaine saison du côté des Prédateurs de Nashville, parce que ça a relativement bien fini. Quand je dis bien fini, je parle de la saison régulière, parce qu'on s'est fait éliminer quand même en première ronde par les Hurricanes de Caroline. Mais ceci étant dit, les Hurricanes étaient quand même une très bonne équipe l'année passée, fait que ils vont l'être encore cette année, là, mais peut-être un petit peu différent par contre, mais l'année passée, c'était une très bonne équipe à affronter, fait que bref. Alors eux, ils faisaient partie de la division centrale, là, une division qui était un petit peu particulière, là, comme la division du Nord, parce que tu avais des équipes de l'Est et de l'Ouest qui jouaient dans la même division. Fait que des équipes que tu étais peut-être moins habitué d'affronter, que là, tu as vu souvent dans la même saison. On revient ici avec le coach John Haynes et le DG qui est là, de ma foi, depuis l'extinction des dinosaures, David Poile. David Poile, je me souviens même pas quand il a été embauché, ça fait tellement longtemps. Vous trouvez que Marc Bergevin, ça fait longtemps? Allez regarder lui, ça fait combien d'années? Si je ne fais pas erreur, je pense que quand il est arrivé avec les Prédateurs, il me semble que genre les Trashers d'Atlanta existent encore, je crois. Quelque chose de même. En tout cas, c'est ridicule, ça fait des années qu'il est là. En 2019-2020, les Prédateurs de Nashville, 69 matchs, 35 victoires, 25 défaites, 8 défaites en prolongation pour 78 points. C'était une saison qui était quand même bien pour l'année 2019-2020. En 2021, on parle de 56 matchs, 31 victoires, 23 défaites, 2 défaites en prolongation. Fait que quand même, 31 victoires pour 25 défaites, c'est quand même une bonne saison pour les Prédateurs de Nashville. 64 points en 56 matchs. Mais comme je vous dis, ça a été difficile en début de saison. Pekka Rinne, honnêtement, c'est triste un peu que ça parte comme ça pour sa fin de carrière. Mais ça a été plus difficile pour Pekka Rinne en début de saison. Alors que Saros, lui, c'est le contraire, il a connu vraiment une excellente saison. On a terminé 4e dans la division sur 8, 13e au total dans la Ligue nationale, et sinon on a été éliminé en première ronde par les Hurricanes de la Caroline. Du côté de Nashville, c'est une couple d'années qu'on a de la misère à passer à la première ronde. C'est une équipe qui n'est pas faite pour les séries éliminatoires, ou du moins c'est ce qu'on semble croire, parce que ça s'enligne pas mal là, vers ça. Mais ceci étant dit, je l'ai dit et je le répète, il y a quand même de l'espoir pour l'organisation. Les meilleurs en termes de buts auraient été Carl John Kruk. Dans son cas, lui, il a été drafté par le Kraken de Seattle. Il avait connu une bonne saison dans son cas à lui. C'est un peu dommage qu'il parte de Nashville, mais encore il fallait qu'il choisisse un joueur. Puis on choisit quand même un bon joueur, je pense, dans le cas de John Kruk. Et on a également Michael Granlund. Dans son cas à lui, c'est un peu ironique parce que autant que John Kruk, lui, venait de connaître une bonne saison, Granlund venait de connaître l'une des, ou sinon la pire saison de sa carrière. Quelque chose comme ça, genre. Fait que ça a été vraiment mauvais pour lui. Les deux sont égales avec 13 buts. Ils sont les deux les meilleurs buteurs, donc 13 buts. Le meilleur en termes de points aurait été le défenseur Roman Josi avec 33 points. Le meilleur défenseur à caractère offensif, bien entendu, Roman Josi. 48 matchs, 33 points, moins 11. À moins 11, c'est pas un des pires de son équipe, mais il fait pas partie des meilleurs, disons. Fait, il est à peu près milieu de peloton, c'est pas exceptionnel, moins 11. 33 points, 48 matchs, c'est quand même très bon pour un défenseur. Alors, au niveau de l'organisation l'année passée, on avait eu quand même, outre la saison exceptionnelle de Saros, 927 en 36 matchs, en séries éliminatoires, Saros, 6 matchs, 278, 921 d'efficacité. Fait que c'est pas vraiment de sa faute à lui, là, dans la mesure où une moyenne de buts marqués de 270, une moyenne de buts encaissés de 275, on s'entend qu'on accorde plus qu'on compte, mais surtout qu'on n'est pas à 3 ici. Et ça, c'est assez important. Parce qu'une moyenne de buts accordés de 275, ça serait pas si mal, mais on vise d'habitude aux alentours de 3 de moyenne de buts marqués, c'est pas très bon. Et quand on parle de l'avantage numérique, 17,6% en saison régulière, c'est le 23e avantage numérique. Et le désavantage à 75,6%, c'est le 29e désavantage numérique de toute la Ligue nationale. Fait que
honnêtement, Saros peut pas tout faire. Il y a des lacunes, on compte pas assez de buts, puis on a des sérieux problèmes au niveau des unités spéciales du côté de Nashville. Sinon, on va mentionner quand même une très très belle saison de la part de Forsberg. Dans son cas à lui, Philippe Forsberg, il aurait probablement été le meilleur pointeur s'il avait joué une saison complète. Puis quand je vous dis probablement, c'est à 99,9% des chances. Dans son cas, il a été blessé, mais 32 points en 39 matchs. Il était à 1 point d'être égal, puis il y a 2 points d'être le meilleur. C'est une saison au niveau du rendement de points par match, c'est sa meilleure saison en carrière en termes de points par match. Fait que vraiment, il avait connu une très très bonne saison. Puis s'il y avait une saison complète, c'est sûr que c'était lui qui allait être le meilleur pointeur de l'organisation. Ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. 0,82 que ça donne de moyenne de points par match pour Forsberg. Fait que c'est vraiment très très bon. Du côté de Ryan Johansson et de Matt Duchene, on a été décevants l'année passée. 22 points en 48 matchs pour Johansson, puis Matt Duchene, 13 points en 34 matchs. Quand tes deux premiers centres sont hyper décevants, puis là, quand tu es rendu à 13 en 34, c'est vraiment décevant pour Duchene. Au niveau de ta production offensive, ça va être franchement pas. Fait que honnêtement, ça a été beaucoup de déboires au niveau de Nashville. Quelques points positifs. Les points positifs que je vois qui sont intéressants étant Forsberg puis bien entendu Saros. Sinon, on a eu le jeune Carrière aussi qui est arrivé en fin de saison, mais quand même assez intéressant. En fin de saison, non. En fait, il a joué toute la saison dans le cas de Carrière. Ouais, mais assez intéressant. Il me semble qu'il a joué en séries éliminatoires, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il a joué en séries éliminatoires carrière, ça a été quand même assez intéressant de son côté à lui. Fait que, bref, il y a eu une couple de points positifs, mais beaucoup de points négatifs, beaucoup de points d'interrogation du côté de Nashville. Au niveau des espoirs, nous avons Philippe Tomasino, un ailier droit de 20 ans qui a joué dans la Ligue américaine l'année passée en 29 matchs, 13 buts, 19 passes, 32 points. C'est un joueur qui est complet, qui est capable d'être un très bon marqueur. Dans son cas, à lui, il y a une belle amélioration au niveau une belle progression au niveau de la Ligue américaine. C'est quelque chose qui est intéressant dans son cas. C'est un gars qui pourrait à 20 ans avoir une opportunité dès cette année au niveau de la LNH. Un joueur à caractère offensif qui est quand même capable de... Il va être plus un tireur, mettons, qu'un playmaker, mais il est capable de faire des jeux, mais on va peut-être plus l'utiliser comme buteur. Ensuite de ça, on a le défenseur David Ferentz, un défenseur de 22 ans. Lui, il jouait dans la NCAA, le circuit universitaire américain, l'année passée. En 11 matchs, il a 5 buts, 11 passes, 16 points. 16 points en 11 matchs pour un défenseur, c'est exceptionnel. Il avait d'ailleurs été nommé pour le trophée Hobey Baker qui est remis au meilleur joueur du circuit américain que Cole Caulfield a remporté, mais lui, il en faisait partie, et si je ne fais pas erreur, je pense que c'est la deuxième année d'affilée qu'il faisait partie des nommés pour ce trophée-là, du meilleur joueur du circuit américain. Alors ça, c'est un top prospect du côté des Prédateurs de Nashville. Je ne sais pas si on va le voir au niveau LNH dès cette année sur une base régulière. Je pense qu'il y a peut-être d'autres gars avant lui, mais c'est vraiment un top prospect pour l'organisation. Puis dans le training camp, c'est sûr qu'il a sa chance, ça c'est sûr. Ensuite de ça, j'ai été avec Alexandre Carrier. Dans son cas, à lui, c'est un défenseur de 24 ans. Il a joué dans la Ligue nationale l'année passée. En 19 matchs, il a 1 but, 2 passes, 3 points. Dans son cas, à lui, il avait joué dans la Ligue américaine en 2019-2020. Puis en 55 matchs, il avait 5 buts, 32 passes, 37 points. Ce qui est intéressant dans son cas à lui, c'est qu'il y a eu une belle progression au niveau de la Ligue américaine. On voit que ça s'en va dans le bon sens. À 24 ans, je pense que là, on est rendu à l'âge où on peut faire le saut dans la Ligue nationale. Il a été utilisé pour les 6 matchs lors des séries éliminatoires avec 2 passes en 6 matchs. Donc, c'est un défenseur à caractère offensif. On a bien fait les choses du côté de Nashville. Il a laissé le temps de se développer à un niveau qui était inférieur. Puis là, il est probablement le temps de l'utiliser au niveau LNH. J'ai regardé son temps d'utilisation moyen, puis il est quand même bon. Je pense qu'il est aux alentours de comme 18 minutes par match dans la LNH. Donc, on semble avoir confiance en lui. Alexandre Carrier devrait probablement avoir une place dès cette année au niveau de l'alignement des Prédateurs de Nashville. Alors ça, ici, c'est un alignement que moi, je vous propose. Vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de noms en rouge. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu énormément de changements du côté de Nashville. Certes, on a eu le départ, entre autres, de Ryan Ellis, qui est parti pour Philadelphie. On a fait l'ajout d'un gars comme Cody Glass ou David Reddick, qui nous arrive des Maple Leafs de Toronto. Mais il n'y a pas de changements qui sont des changements majeurs du côté de Nashville. À part le départ de Ellis, il n'y a pas vraiment de changement majeur. Alors, en tout cas, pour moi, je pense que c'est clair. Forsberg, c'est le numéro 1 au niveau de l'aile gauche des Prédateurs de Nashville. 32 points en 39 matchs l'année passée, une excellente saison pour lui. La meilleure saison au niveau de son rendement en carrière. Fait que ça a été super intéressant de son côté à lui. C'est la raison pour laquelle il est sur mon premier trio. J'ai pas vraiment le choix au niveau de mes centres. Je pense que mes 2 premiers centres sont décevants. L'ajout de Cody Glass ne vient pas tout modifier là-dedans. Fait que
Je retourne avec Ryan Johansson. C'est lui qui a eu la confiance des Prédateurs de Nashville dans les années passées. Fait que je me dis, j'espère qu'il va retrouver ses repères dans son cas à lui. Si déjà Forsberg a une saison complète, ça pourrait l'aider au niveau de la production offensive. 22 points en 48 matchs l'année passée pour Ryan Johansson. C'était une saison plutôt décevante. Et au niveau de l'aile droite, je vais avec Luke Kunin. Dans son cas à lui, 19 points en 38 matchs l'année passée avec les Prédateurs. Lui, il nous arrive du Minnesota. Pas l'année passée, mais l'autre année d'avant. C'est un gars qu'on peut s'attendre peut-être à une 30-40 de points dans ces eaux-là. Mais si la ligne produit plus, on peut peut-être s'attendre à 50 points dans son cas à lui. La raison pour laquelle je le mets lui là, c'est parce que le jeune ici, je ne veux pas le mettre tout de suite sur la première ligne. Ça, c'est mon point. Par la suite, on a au niveau du deuxième trio, Michael Granlund, dans son cas à lui, 27 points en 51 matchs l'année passée, une saison plutôt décevante dans son cas. C'est pas catastrophique quand même, 27 points en 51 matchs, mais c'est quand même assez décevant pour les standards que lui a habitué l'organisation des Prédateurs de Nashville. Ensuite de ça, au niveau de mon deuxième centre, encore une fois, j'ai comme pas vraiment le choix parce que à la limite, Cody Glass pourrait peut-être challenger pour le deuxième centre, mais je le vois pas vraiment Cody Glass deuxième centre. Fait que j'ai pas le choix. Je reviens avec Duchesne, 13 points en 34 matchs l'année passée. Il ne fait que décevoir depuis qu'il était à Nashville dans le cas de Matt Duchesne. Fait que c'est pas vraiment de baisse et j'aime pas tant le fait de le faire jouer avec le jeune Eli Tolvainen, 22 points en 40 matchs l'année passée. C'était sa première saison complète dans le cas de Tolvainen avec les Prédateurs de Nashville. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Est-ce que le problème, c'est que le jeune ne réussissait pas à se démarquer ou est-ce que l'organisation fait juste prendre beaucoup son temps avec lui? Je ne le sais pas. Il a joué entre autres en Europe, il a joué dans la Ligue américaine, il avait connu une bonne saison, il est retourné dans la Ligue américaine, il a connu une saison so-so. Là, l'année passée, on a décidé de faire le saut dans la LNH. Dans son cas, à lui, c'est un jeune joueur, un ailier droit qui est un joueur offensif. Fait que ça serait intéressant de le faire jouer avec Forsberg parce que je me dis, je pense que ça serait le meilleur duo que je pourrais avoir au niveau de la production offensive dans cette équipe-là. Mais là où j'avais un petit problème, c'est de le faire jouer sur la première ligne. Donc, contre les meilleurs trios des autres équipes toute la saison. Je sais pas. À la limite, ce que je vous dis qui aurait pu être intéressant et là où j'ai hésité, c'est de descendre Forsberg sur mon deuxième trio et que je le faisais jouer avec Tolvainen. Puis là, à ce moment-là, Granlund aurait joué avec Johansson Kunin. Puis dans le cas de Granlund et Johansson, ils se connaissent déjà très bien. Ça n'a pas été un immense problème. En tout cas, j'ai été avec Tolvainen sur mon deuxième trio, mais ça peut être intéressant de l'avoir avec Forsberg sur mon premier trio. Au niveau du troisième trio, j'y vais avec Nick Cousin, 18 points en 52 matchs l'année passée, un joueur de profondeur. Cody Glass, 10 points en 27 matchs l'année passée. Un gars qui peut te faire une trentaine, voire une quarantaine de points. Encore là, c'est un gars de profondeur. J'y vais avec Thomas Sino, qui lui a joué dans la Ligue américaine l'année passée. 29 matchs, 32 points. Un joueur à caractère offensif, que je ne sais pas s'il est vraiment prêt pour faire le saut dans la LNH tout de suite. Mais je me dis, le gars a montré de très belles choses dans la Ligue américaine, aussi bien y donner au moins une chance, mais peut-être pas y donner une chance avec trop de pression. Troisième trio, je pense que c'est quand même un trio qui peut être adapté pour un jeune que je ne suis pas certain qu'il peut faire le saut immédiatement à LNH. Et par la suite, au niveau du quatrième trio, j'y vais avec Janot, 7 points en 15 matchs l'année passée. Avec Sissons, Sissons dans son cas à lui, c'est vraiment c'est un joueur qui est de plus que profondeur. Cody Glass et Colton Sissons sont à leur place naturel, mais Johansson, Duchesne ont été décevants pour être à la place où je les ai placés. 15 points en 54 matchs pour Sisson l'année passée et Rocco Grimaldi, 13 points en 40 matchs l'année passée. Je coupe Olivier. Mathieu Olivier, si je ne me trompe pas, son petit nom à lui. Mais c'est un jeune Olivier qui pourrait challenger pour prendre au niveau des ailes, peut-être, Grimaldi ou Janot, ça pourrait être intéressant de voir lui. Au niveau des défenseurs, il n'y a pas vraiment de question. Ton défenseur gauche numéro 1, c'est Roman Josi. C'est lui qui a été le meilleur l'année passée au niveau de la production offensive. C'est un joueur qui est un joueur d'expérience, ton capitaine. Donc, tu n'as pas vraiment le choix. 33 points en 48 matchs l'année passée pour Roman Josi. C'est quand même une bonne saison pour lui. Que je fais jouer avec Philippe Meyer, qui lui nous arrive de Philadelphie. Dans son cas, à lui, c'est un gros défenseur qui, je pense, peut apporter une dimension défensive qui peut être intéressante pour Roman Josi. D'avoir perdu Ryan Ellis, ça va faire mal quand même à Roman Josi. Fait que moi, je pense que ça peut être intéressant de faire jouer le nouveau venu Philippe Meyer avec lui. 11 points en 44 matchs l'année passée avec les Flyers. Par la suite, au niveau de ma deuxième ligne, j'y vais avec Mathias Ekholm, 23 points en 48 matchs. Dans la mesure où toute la saison, il y a eu des rumeurs d'échange sur Mathias Ekholm, le gars a réussi quand même à rester relativement focus pour bien faire au niveau de sa saison régulière. C'est un défenseur qui est capable de produire offensivement, mais qui est très responsable défensivement. Il a quand même connu une bonne saison dans la mesure du possible avec ce qu'il y avait l'année passée. Que je vais jouer avec le jeune Carrière. Alexandre Carrière, 24 ans,
3 points en 19 matchs l'année passée, mais ce qui est intéressant dans son cas à lui, c'est l'utilisation qu'on a fait de lui pendant les séries éliminatoires. Non seulement il a joué les 6 matchs avec 2 points, mais il y avait un temps d'utilisation important. C'est un défenseur à caractère offensif qui peut être hyper intéressant de faire jouer avec le vétéran Mathias Ekholm, qui lui est responsable défensivement. Je pense que ça serait un beau mix de mettre Carrière avec Ekholm. Puis c'est quand même un prospect intéressant du côté de Nashville, ça, Carrière. À 24 ans, là, pour un défenseur, comme j'ai dit tantôt, c'est le temps de le lancer LNH. Là. Et par la suite, au niveau de ma troisième paire, j'y vais avec Borowiecki, je dis bien. 1 point en 22 matchs l'année passée. C'est un défenseur d'énergie essentiellement. C'est pas le défenseur le plus intelligent, mais bon. Et Dante Fabro, 12 points en 40 matchs. On connaît très bien à Nashville Fabro. J'y vais avec mes cotes Matt Benning et Ferentz, que je vous ai parlé. David Ferentz, un jeune défenseur de 22 ans qui pourrait être intéressant de faire jouer, exemple, dans la Ligue américaine, une saison, mais jouer sous la première paire de la Ligue américaine pour qu'il y ait du temps en avantage numérique, qu'il y ait beaucoup de temps de jeu. Ça serait peut-être intéressant pour Ferentz qui commence Ligue américaine avant d'aller tout de suite LNH. Au niveau des gardiens de but, ben là, à ce moment-là, on a Saros. Dans son cas, lui, il a connu une saison exceptionnelle l'année passée. On se croise les doigts à Nashville qui répète le même genre de saison cette année. 36 matchs, 2.28, 927 d'efficacité. En relève à Pekka Rinne qui lui avait de la misère. Franchement, il a très bien fait. On a fait l'acquisition de David Reddick des Maple Leafs de Toronto, qui a joué longtemps d'ailleurs à Calgary dans son cas à lui. 19 matchs au total l'année passée parce qu'il n'a pas joué la saison au complet avec les Maple Leafs. 19 matchs l'année passée, 2,86, 901 d'efficacité. Ce n'est clairement pas le sauveur qui s'amène. C'est un gardien de but auxiliaire qui s'amène avec les Prédateurs de Nashville. Alors du côté de Nashville, je pense honnêtement qu'il faut qu'on se croise les doigts. On se croise les doigts que Forsberg reste en santé toute la saison. On se croise les doigts que Tolvainen va continuer au niveau de sa progression. On se croise les doigts que les beaux flashs qu'on a vus de Carrier vont continuer pour la prochaine saison. Et on se croise les doigts que Saros n'était pas un feu de paille d'une seule saison. Parce que franchement, c'est une organisation qui en a arraché au niveau du jeu collectif. Pour moi, c'est une équipe qui va se battre à la limite pour faire les séries. Mais je pense pas que c'est une équipe qui est confortable en séries éliminatoires. Mais il pourrait me surprendre parce que, franchement, le début de saison a été difficile l'année passée, mais ça s'est amélioré en fin de saison. Fait il pourrait très bien me surprendre et être beaucoup plus performant que ce que moi je m'attends. Mais d'après moi, cette équipe-là est une équipe que si elle fait les séries, elle va rentrer short, là, tu sais. Alors, c'était mon preview pour ce qui est de la saison 2021-2022 des Prédateurs de Nashville. Je vous dis un très très gros merci de l'avoir regardé. Également, je vous invite à faire un like si vous avez aimé la vidéo, à la partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Si vous vous abonnez, activez la petite cloche pour avoir des notifications quand mes prochaines vidéos vont être en ligne parce que c'est pas fini pour ce qui est des previews 2021-2022 de la LNH. OK, merci beaucoup pour votre temps.